Les sirènes de Bagdad, livre écrit par Yasmina Kadra, livre audio dédié pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Veuillez vous abonner à notre chaîne, de mettre un j'aime ou pas, de commenter et de nous donner votre avis sur les améliorations qu'on peut apporter, et partager avec vos amis, pour avoir plus de vidéos et aussi pour nous encourager à publier d'autres livres audio d'auteurs différents. Merci à vous et bonne écoute. Otage de sa vacuité, Kafkaram se démaillait au fil des jours. Chez le barbier, au café, au pied des murs, les gens ruminaient les mêmes salades. On parlait trop, on ne faisait rien. Les indignations tournaient en rond, de moins en moins spectaculaires. Les arguments s'émoussaient au gré des sautes d'humeur, les conciliabules se prolongeaient dans d'assommantes pérorations. Petit à petit, on ne s'écoutait plus. Pourtant, quelque chose d'inhabituel était en train de s'opérer. Si, chez les anciens, la hiérarchie demeurait inflexible, elle a amorcé un curieux changement de camp parmi les jeunes. Depuis la correction infligée à Omar, le caporal, par Yassine, le droit d'aînesse prenait l'eau. Certes, la majorité condamnait ce qui s'était passé au Saphir, mais une minorité faite de têtes brûlées, de rebelles naissants, s'en inspirait pour s'affermir. Hormis cette incartade que les vieux feignaient d'ignorer, car l'incident avait fait le tour du village, sans pour autant s'étaler sur la voie publique, les choses suivaient leur cours avec un pathétique lymphatisme. Le jour continuait de se lever quand bon lui semblait, de se coucher à sa guise. Nous restions confis dans notre petit bonheur autiste, habillés aux corneilles à nous tourner les pouces. On aurait dit que nous végétions sur une autre planète, coupés des drames qui rongeaient le pays. Nos matins se reconnaissaient à leur bruit vétilleux, nos soirs à leur sommeil sans attrait. Et d'aucuns n'auraient su dire à quoi servent les rêves lorsque les horizons sont nus. Depuis longtemps, les remparts de nos rues nous retenaient captifs de leur pénombre. Nous avions connu les régimes les plus abominables. Nous leur avions survécu comme survivait notre cheptel aux épidémies. Parfois, lorsqu'un tyran en chassait un autre, de nouveaux sbires débarquaient chez nous pour lever le gibier. Ils espéraient ainsi mettre le grappin sur d'éventuelles brebis galeuses à immoler sur la place, histoire de nous faire entrer dans leur rang. Très vite, ils déchantaient et regagnaient leur niche, peinauds, mais ravis de ne plus devoir remettre les pieds dans un trou perdu où il était difficile de distinguer les vivants des fantômes qui leur tenaient compagnie. Mais, comme dit le proverbe ancestral, si tu fermes ta porte au cri de ton voisin, ils te parviendront par la fenêtre, car nul n'est à l'abri lorsque le malheur est en vadrouille. On a beau se garder de l'évoquer, pour croire qu'il n'arrive qu'aux autres et qu'il suffit de rester dans son coin pour s'en préserver. Trop de retenue finit par lui mettre la puce à l'oreille, et un matin, il s'amène sur ses gros sabots pour voir de quoi il retourne. Et ce qui devait arriver arriva. Le malheur débarqua chez nous sans phare ni fanfare, quasiment sur la pointe des pieds, en cachant son jeu. J'étais en train de prendre une tasse de thé dans l'atelier du ferronnier, quand la petite fille de ce dernier avait répliqué en hurlant « Souleyman! Souleyman !» « Il s'est encore enfui ?» s'écria le ferronnier. « Il s'est coupé la main sur le portail, il n'a plus de doigts !» sanglotait la petite fille. Le ferronnier enjamba la tasse basse qui nous séparait, renversant au passage la théière qui trônait dessus, et fila vers sa maison. Son apprenti se dépêcha de le rattraper en me faisant signe de le suivre. Des cris de femmes s'élevaient au bout de la rue. Déjà une nuée de mioches se rassemblait devant le portail grand ouvert du patio. Souleyman tenait sa main ensanglantée contre sa poitrine et riait silencieusement, fasciné par ses saignements. Le ferronnier somma à son épouse de se taire et d'aller lui chercher une étoffe propre. Les cris cessèrent immédiatement. « Les doigts sont là », dit l'apprenti en montrant deux bouts de chair sur le pas de la porte. Avec un câble étonnant, le ferronnier ramassa les deux phalanges tranchées, les essuya et les mit dans un mouchoir qu'il glissa dans sa poche. Il se pencha ensuite sur la plaie de son fils. « Il faut l'emmener au dispensaire, dit-il, sinon il va se vider de son sang. » Il se retourna vers moi. « J'ai besoin d'une voiture. » J'opinai du chef et m'élançai vers la maison de Khaled Taxi. Je le surpris en train de réparer le jouet de son gamin dans la cour. « Nous avons besoin de toi, lui annonçai-je. Souleyman s'est coupé 2 doigts.
Il nous faut l'emmener au dispensaire. Désolé, j'attends du monde à midi. C'est urgent. Suleiman perd beaucoup de sang. Je ne peux pas vous conduire. Si tu veux, prends la voiture, allez au garage. Je ne peux pas vous accompagner. Des gens vont venir demander la main de ma fille tout à l'heure. D'accord, passe-moi les clés. Il abandonna les jouets de son rejeton et m'invita à le suivre dans le garage, où une vieille Ford cabossée, rangée sans frein. Tu sais conduire? Bien sûr. Aide-moi à sortir ce taco dans la rue. Il ouvrit les battants du garage, siffla les gosses qui lézardaient au soleil pour qu'ils viennent nous donner un coup de main. J'ai les démarreurs qui se rebiffent, m'expliqua-t-il. Installe-toi au volant, on va te pousser. Les gamins se ruèrent dans le garage, amusés et heureux d'être sollicités. Je desserrai le frein, enclenchai la deuxième et livrai la voiture à l'enthousiasme des marmots. Au bout d'une 50aine de mètres, la Ford atteignit une vitesse négociable. Je lâchai la pédale de l'embrayage et le moteur rugit de tous ses soupapes amochées après une formidable ruade. Derrière moi, les gamins lancèrent un cri de joie identique à celui qu'ils libéraient au retour de la lumière après une longue coupure d'électricité. Quand je me rangeais devant le patio du ferronnier, Suleiman avait déjà la main émaillotée dans une serviette éponge et un garrot autour du poignet. Son visage ne trahissait aucune douleur. Je trouvais cela étrange et n'arrivais pas à croire que l'on puisse afficher une telle insensibilité alors qu'on venait de se trancher deux doigts. Le ferronnier installa son fils de la banquette arrière et prit la place à côté de lui. Sa femme arriva en courant, échevelée et en sueur, semblable à une folle éperdue. Elle tendit à son mari une liasse de feuilles et cornets enroulés dans un cordon élastique. « C'est son livret médical. On va sûrement te le demander. »« Très bien. Maintenant rentre à la maison et tâche de bien te conduire. Ce n'est pas la fin du monde. » Nous quittâmes le village sur les chapeaux de roue, une meute de galopins en guise d'escorte. Sa clameur nous poursuivit longtemps à travers le désert. Il était environ 11 heures du soir.